Ma petite amie voulait m'humilier en rejetant publiquement ma demande en mariage devant ses amis. J'ai découvert son plan cruel et j'ai renversé la situation au dernier moment, c'est elle qui a fini par pleurer. Je m'appelle Étienne. J'ai 29 ans et je travaille dans le support informatique pour une entreprise de logistique de taille moyenne. Je vis dans un quartier animé de Lyon et mes semaines sont assez routinières. Bureau la journée, salle de sport après, course le dimanche. Je ne suis pas du genre à aimer les histoires et je gère généralement les problèmes en notant les choses et en les réglant une par une. Ma petite amie s'appelle Clara. Elle a 27 ans et nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Nous ne vivons pas ensemble, mais nous passons la plupart de nos nuits chez moi et nous partageons beaucoup de tâches quotidiennes comme la cuisine, la lessive, et nous divisons les frais lorsque nous voyageons. Pendant la majeure partie de notre relation, Clara a été intense d'une manière que je prenais pour de l'assurance. Elle est bruyante, directe et compétitive pour tout. Même pour des petites choses comme savoir qui a choisi le meilleur restaurant. Parfois, c'était amusant. Parfois, c'était épuisant. Et je n'arrêtais pas de me dire que c'était simplement sa personnalité. J'avais prévu de la demander en mariage ce printemps. Rien d'extravagant, juste un petit rassemblement avec ses amis et ma sœur dans une brasserie que nous aimons bien. Ensuite, je lui aurais posé la question dehors, près de la promenade le long du fleuve. Je ne voulais pas d'un spectacle public, mais Clara n'arrêtait pas de laisser entendre qu'elle voulait un public, alors j'ai fait un compromis. J'ai réservé l'endroit. J'ai parlé à sa meilleure amie, Léa, pour faire venir les gens. J'ai même demandé à Clara quel genre de bague elle aimait, et elle m'a envoyé des liens comme si c'était un bon de commande. La semaine dernière, je suis rentré plus tôt parce que mon manager m'a laissé partir après que nous ayons terminé un déploiement majeur. Clara ne m'attendait pas. Sa voiture était garée dehors et je pouvais entendre des voix à travers la porte de mon appartement. J'ai supposé que Léa était là, ce qui était normal, alors je suis entré discrètement comme je le fais d'habitude quand elle est au téléphone. Elles étaient dans ma cuisine. Clara tournait le dos au couloir et Léa lui faisait face. Léa m'a vu et s'est figée. Clara n'a rien remarqué. Elle était appuyée sur le comptoir en tenue de sport, sirotant ma bouteille d'eau comme si elle lui appartenait. Puis elle a dit quelque chose qui m'a noué l'estomac. Regarde-moi dire non et le faire pleurer. Elle l'a dit comme si c'était une blague qu'elle avait déjà racontée plusieurs fois. Léa a eu ce rire nerveux, le genre de rire qu'on a quand on n'est pas sûr de devoir rire. Clara a continué, parlant vite, excitée, comme si elle organisait une fête. Elle a dit qu'elle voulait que tout le monde soit là. Elle a dit que ce serait hilarant. Elle a même mentionné d'inviter un gars de sa salle de sport dont elle jurait qu'il n'était qu'un ami, celui à qui elle envoie des textos la nuit quand elle pense que je dors. Je suis resté là assez longtemps pour entendre ma propre demande en mariage être décrite comme un spectacle dont j'étais le dindon de la farce. Puis, je suis retourné discrètement dans le couloir parce que j'avais besoin d'une seconde pour réfléchir sans qu'aucune d'elles ne voie mon visage. Je n'ai pas fait irruption dans la cuisine. Je ne l'ai pas confrontée sur le champ. J'ai redescendu le couloir, je suis sorti de mon immeuble et je me suis assis dans ma voiture pendant environ 15 minutes. Je devais m'assurer que j'avais bien entendu ce que je pensais avoir entendu et non une blague sortie de son contexte. Je me suis repassé la scène attentivement. Regarde-moi dire non et le faire pleurer. Pas, je pourrais dire non. Pas, je ne suis pas prête. C'était présenté comme une performance. Et la partie qui m'a marqué, c'est à quel point sa voix semblait pleine d'énergie. Comme si elle organisait un divertissement. Quand je suis remonté, j'ai fait assez de bruit avec mes clés pour qu'elle sache que j'étais rentré. Clara est sortie en souriant, m'a embrassé sur la joue, m'a demandé pourquoi j'étais en avance. Léa n'osait pas me regarder. J'ai dit que mon manager nous avait libérés plus tôt. J'ai agi normalement. Je suis doué pour ça quand il le faut. Clara m'a demandé si je voulais toujours faire le truc à la brasserie le mois prochain. Cela a attiré mon attention. J'ai dit oui, à moins que quelque chose n'ait changé. Elle a eu un sourire en coin et a dit que rien n'avait changé. Elle voulait juste s'assurer que je prévoyais toujours quelque chose de spécial. Ce mot, spécial, avait une toute autre résonance après ce que j'avais entendu. Cette nuit-là, elle s'est endormie rapidement. Je suis resté éveillé et j'ai tout analysé logiquement. Premièrement, j'étais sûr qu'elle croyait que j'allais la demander en mariage. Je ne l'avais pas dit directement, mais c'était évident. Deuxièmement,
elle avait assez de détails pour savoir où et à peu près quand. Cela signifiait qu'elle avait soit deviné correctement, soit fouillé dans mes messages. Troisièmement, elle a spécifiquement mentionné d'inviter son pote de la salle, Adrien. Je n'ai jamais aimé la dynamique entre eux. Elle le qualifie de compétitif et d'amusant. Il commente constamment ses publications. Je ne voulais pas l'accuser de quoi que ce soit sans preuve. Alors, j'ai vérifié quelque chose de simple. Je me suis connecté au portail de réservation de la brasserie. L'email de confirmation de la réservation était marqué comme lu plus tôt cette semaine-là. Je ne l'avais pas ouvert depuis la réservation. Clara connaît le mot de passe de mon ordinateur portable car je n'ai jamais pensé avoir besoin de le cacher. Cela signifiait qu'elle avait vu la date et l'heure. Le lendemain matin, j'ai testé une petite chose. Je lui ai dit que je devrais peut-être déplacer l'événement à un autre week-end à cause du travail. Elle a immédiatement protesté en disant que ce week-end était parfait et que je ne devais pas le changer. Trop rapide, trop ferme. Comme si elle avait déjà construit quelque chose autour de ce jour précis. À ce moment-là, je n'étais plus confus. On me tendait un piège. Et la seule question qui restait était de savoir si j'allais tomber dedans ou si j'allais changer complètement le scénario. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la vengeance. Je préfère les ruptures nettes. Mais c'était différent, parce qu'elle n'était pas simplement incertaine à l'idée de m'épouser. Elle organisait une humiliation publique et appelait ça un divertissement. Si j'annulais simplement la demande et rompais avec elle en privé, elle déformerait l'histoire. Elle dirait que j'ai eu peur ou que j'ai surréagi à une blague, et les personnes qu'elle avait invitées ne sauraient jamais quel était le plan réel. J'ai donc décidé de suivre un principe. Je n'allais pas l'embarrasser avec des mensonges. J'utiliserais seulement la vérité. D'abord, j'ai confirmé la liste des invités. J'ai envoyé un texto à Léa séparément et lui ai demandé qui Clara prévoyait d'inviter. J'ai présenté la chose comme si je voulais m'assurer que toutes les personnes importantes pour elle étaient incluses. Léa a hésité dans ses réponses, mais elle a nommé le groupe habituel, puis a mentionné Adrien. Elle a ajouté un emoji qui rit et a dit que Clara pensait que ce serait « iconique ». Iconique. Ce mot m'a confirmé qu'il s'agissait d'attirer l'attention, pas d'incertitude. Deuxièmement, j'ai ajusté le plan. J'ai gardé la réservation à la brasserie. J'ai gardé la date qu'elle protégeait tant, mais j'ai appelé le gérant et lui ai demandé si je pouvais utiliser la petite salle latérale au lieu de la terrasse ouverte. J'ai dit que c'était pour une annonce privée. Il a accepté. J'ai aussi demandé si je pouvais connecter mon ordinateur portable à leur écran de télévision pour un court diaporama. Il a dit oui, tant que c'était approprié. J'ai commencé à compiler des captures d'écran, pas de messages privés entre Clara et moi. Je ne voulais pas étaler les détails de notre relation. J'ai sauvegardé l'email de confirmation qu'elle avait ouvert. J'ai sauvegardé une capture d'écran de son texto à Adrien où elle disait « T'as intérêt à ne pas manquer ça ». J'y avais accès car elle s'était connectée une fois à son Instagram sur ma tablette et ne s'était jamais déconnectée. Je sais que ça peut paraître indiscret, mais je n'ai pas fouillé dans des mois d'historique. J'ai seulement regardé les semaines entourant l'événement qu'elle était en train d'orchestrer. J'ai aussi enregistré un court mémo vocal la fois suivante où elle a plaisanté devant moi sur le fait que les demandes en mariage public étaient drôles quand elles tournaient mal. Elle ne savait pas que j'avais lancé l'enregistrement. Elle a dit, imagine si quelqu'un disait non devant tout le monde. Ce serait brutal mais assez génial. À la fin de la semaine, je n'étais plus en colère. J'étais calme. J'y voyais clair. Elle voulait un spectacle. J'ai décidé de lui en donner un, mais pas celui auquel elle s'attendait. La semaine précédant l'événement à la brasserie était étrange. Clara était d'une humeur visiblement bonne. Pas affectueuse d'une manière chaleureuse, mais électrique. Elle n'arrêtait pas de faire des commentaires sur son excitation à l'idée que tout le monde se retrouve. Elle a même acheté une nouvelle robe et s'est assurée de me dire que ce serait quelque chose de mémorable. Ce mot m'est resté en tête. Je ne l'ai pas confronté. Je l'ai traité normalement. J'allais au travail, je rentrais, je préparais le dîner, j'allais à la salle de sport. Si elle a remarqué un changement en moi, elle ne l'a pas dit. À quelques reprises, elle m'a demandé nonchalamment si j'étais nerveux à l'approche de la soirée. Je lui ai répondu que je me concentrais sur la logistique. Cette réponse a semblé la décevoir un peu. Je pense qu'elle voulait me voir anxieux. 2 jours avant l'événement,
j'ai reconfirmé l'installation technique avec la brasserie. J'ai apporté mon ordinateur portable en avance et j'ai testé la connexion à l'écran. Le gérant m'a montré comment changer rapidement de source. J'ai gardé le diaporama simple, pas de musique dramatique, pas de longs discours tapés, juste des horodatages, des captures d'écran et une diapositive finale avec une courte déclaration. J'ai aussi fait un dernier ajustement. J'ai retiré la bague du tiroir de mon bureau et je l'ai retournée. Je l'avais achetée chez un bijoutier local et comme elle n'avait pas encore été mise à la bonne taille, ils ont accepté le retour dans les 30 jours. Je ne l'ai dit à personne. Ce n'était pas un geste dramatique. C'était pratique. Il n'y avait aucune raison de garder le symbole de quelque chose qui n'allait pas se produire. Le jour de l'événement, Clara a insisté pour que nous venions séparément car elle voulait arriver avec Léa. Elle a dit que cela rendrait la surprise plus authentique. Cela a tout confirmé. Elle voulait me voir tomber dans ce qu'elle croyait être son propre piège. Je suis arrivé en avance, j'ai salué les invités à leur arrivée. Quelques-uns m'ont serré dans leurs bras et m'ont dit qu'ils étaient excités. J'ai observé attentivement leur visage. Aucun d'eux ne semblait s'attendre à de la cruauté. Ils semblaient s'attendre à de la romance, ce qui m'a indiqué que Clara n'avait pas raconté à tout le monde la version complète de son plan. Adrien est arrivé 10 minutes plus tard. Il m'a serré la main avec un sourire qui semblait jouer. Clara est entrée derrière lui, riant trop fort à quelque chose qu'il avait dit. Elle m'a embrassé sur la joue et a murmuré « Ne te dégonfle pas ». Je lui ai souri et lui ai dit que je ne le ferais pas. Et pour la première fois de la semaine, c'était complètement vrai. Une fois que tout le monde a eu un verre, je me suis levé et je les ai remerciés d'être venus. J'ai gardé un ton calme et décontracté. J'ai dit que j'appréciais qu'ils aient pris du temps sur leur samedi. Clara me regardait attentivement, vibrant presque d'impatience. À un moment, elle a attrapé le bras d'Adrien et l'a serré comme si elle se préparait à un impact. J'ai dit que j'avais prévu quelque chose d'important pour ce soir. Quelques personnes ont applaudi. Quelqu'un a sorti un téléphone pour enregistrer. Clara a couvert sa bouche dans un geste qui ressemblait à une fausse nervosité. Si je n'avais pas su, j'aurais pu croire qu'elle était sincèrement submergée par l'émotion. Au lieu de poser un genou à terre, je me suis dirigé vers la télévision et j'ai connecté mon ordinateur portable. J'ai dit, avant d'aller plus loin, je veux m'assurer que tout le monde ici comprend la situation dans son ensemble. Il y a eu quelques rires confus. Le sourire de Clara a légèrement vacillé. La première diapositive était simple. Une capture d'écran de ma confirmation de réservation à la brasserie. Date et heure clairement visible. J'ai dit, j'ai réservé ça il y a des semaines parce que je pensais que ce soir marquerait le début de quelque chose de permanent. La deuxième diapositive montrait que l'email de confirmation avait été ouvert depuis mon appareil plus tôt cette semaine-là, pendant que j'étais au travail. J'ai expliqué calmement que je ne l'avais pas consulté, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre l'avait fait. Quelques personnes ont bougé sur leur siège. Clara a croisé les bras. La troisième diapositive était une capture d'écran du message de Clara à Adrien. T'as intérêt à ne pas manquer ça. Ça va être hilarant. Je n'ai fait aucun commentaire. J'ai juste lu le message tel qu'il était écrit. Il y avait maintenant un silence notable. Plus d'acclamations. Plus de téléphone levé en l'air. Puis j'ai lancé le court clip audio de mon téléphone. Sa voix était assez claire. Imagine si quelqu'un disait non devant tout le monde. Ce serait brutal mais assez génial. Clara s'est levée et a dit que je faisais du cinéma. Elle a essayé d'en rire. Elle a dit que c'était du sarcasme et que je déformais les choses. Je l'ai laissé parler pendant environ 10 secondes. Puis j'ai dit la seule phrase que j'avais répétée. Tu as dit à ton ami que tu voulais me voir dire non et me faire pleurer. La pièce est devenue complètement silencieuse et pour la première fois de la soirée, elle n'avait pas l'air excitée. Elle avait l'air acculée. Le premier réflexe de Clara a été de passer à l'offensive. Elle a dit que j'envahissais sa vie privée. Elle a dit que tout le monde plaisante sur les demandes en mariage. Elle a dit que je manquais de confiance en moi et que j'exagérais des commentaires inoffensifs. Le ton qu'elle a utilisé était tranchant et méprisant. Le même ton qu'elle utilise quand elle pense pouvoir dominer une conversation en parlant plus vite que tout le monde. Je n'ai pas discuté avec elle. Je n'ai pas haussé le ton pour égaler le sien. J'ai simplement posé une question. Si c'était une blague,
Pourquoi as-tu insisté pour que je garde cette date précise et que j'invite spécifiquement Adrien? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a changé de tactique. Elle a dit qu'Adrien n'était qu'un ami et qu'elle l'invitait à tout. Adrien s'est agité, mal à l'aise, et a regardé le sol. Cette réaction en disait plus que tout ce qu'il aurait pu dire. Léa a finalement pris la parole. Elle a dit doucement que Clara lui avait dit que ce serait drôle de me voir embarrassée devant tout le monde. Le mot « drôle » est resté en suspens dans l'air, comme quelque chose d'amer. Quelques autres amis de Clara ont commencé à chuchoter entre elles. L'ambiance avait complètement changé. Clara s'est immédiatement retournée contre Léa, l'accusant de la trahir. C'est à ce moment-là que j'ai été certain de ma décision. Au lieu d'assumer ses responsabilités, elle cherchait quelqu'un d'autre à blâmer. Pas une seule fois elle n'a dit qu'elle était désolée. Pas une seule fois elle n'a dit qu'elle avait changé d'avis sur le mariage. Son seul souci était de contrôler son image devant le groupe. Je suis retourné au centre de la pièce et j'ai parlé clairement pour qu'il n'y ait aucune confusion. J'ai dit que j'avais prévu de la demander en mariage ce soir parce que je croyais que nous construisions quelque chose de stable. J'ai dit que je ne suis pas parfait, mais que je ne traite pas les engagements sérieux comme un divertissement. J'ai dit que si elle avait des doutes, nous aurions pu en discuter en privé comme des adultes. Puis j'ai dit, je ne demanderai pas en mariage quelqu'un qui voit ma vulnérabilité comme une occasion de spectacle. Il n'y a pas eu de cri quand je l'ai dit. Pas de théâtralité, juste l'énoncé d'un fait. Le visage de Clara est passé de la colère à quelque chose de plus proche de la panique. Elle a réalisé que le scénario qu'elle attendait n'était pas en train de se produire. Il n'y avait pas de moment où elle pourrait rire et me rejeter. Au lieu de cela, elle se tenait dans une pièce pleine de gens qui comprenaient maintenant qu'elle avait prévu d'humilier son petit ami pour attirer l'attention. Et pour la première fois depuis que je la connais, elle n'avait rien d'intelligent à dire. Le silence s'est prolongé plus longtemps que prévu. Quelques personnes ont commencé à baisser leur téléphone, non pas parce qu'elles s'ennuyaient, mais parce que ce n'était plus une célébration. C'était un règlement de compte. Clara a regardé autour d'elle dans la pièce comme si elle essayait de calculer qui était encore de son côté. Elle a tenté une dernière approche. Elle a dit que je l'humiliais exprès. Elle a dit, tu aurais pu gérer ça en privé. Cette partie était presque convaincante, jusqu'à ce qu'on se souvienne que le plan initial m'impliquait à genoux devant le même public. J'ai répondu calmement. J'ai dit que si elle avait eu des doutes ou des regrets, une conversation privée aurait été appropriée. J'ai dit que ce que j'avais entendu n'était pas un doute. C'était la planification d'un spectacle. Et si elle voulait un public pour ça, alors la transparence devant ce même public était juste. Adrien a finalement parlé, ce qui m'a surpris. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé que c'était aussi sérieux. Il a prétendu qu'il pensait qu'elle exagérait. Il a évité de nous regarder, tous les deux. Je ne lui ai pas parlé. Il n'était pas le cœur du problème. Le sang-froid de Clara s'est fissuré. Ses yeux se sont remplis de larmes et elle m'a accusé de lui avoir tendu un piège. Elle a dit que j'avais fouillé dans ses messages pour trouver quelque chose à utiliser comme une arme. Je l'ai corrigé une fois. J'ai dit, je n'ai pas cherché quelque chose pour te faire du mal. J'ai confirmé quelque chose que tu étais déjà assez fier pour le dire à d'autres personnes. Ça a fait mouche, parce que c'était exact. Quelques-unes de ses amies ont discrètement rassemblé leurs affaires. Pas en partant de manière dramatique, juste d'une façon qui signalait leur malaise. Léa est venue vers moi et m'a dit qu'elle était désolée. Je lui ai dit qu'elle ne me devait rien. Ce n'était pas elle qui avait orchestré tout ça. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je n'ai pas fait traîner les choses. J'ai dit clairement qu'il n'y aurait pas de demande en mariage ce soir. J'ai dit que je mettais fin à notre relation avec effet immédiat. J'ai aussi dit que j'attendais qu'elle me rende la clé de mon appartement d'ici demain et que nous nous coordonnerions pour que je récupère le reste de ses affaires à un moment neutre. Pas d'insultes, pas de voix élevée, juste de la logistique. Clara s'est alors mise à pleurer pour de bon. Pas des sanglots bruyants, mais le genre de larmes qui viennent quand quelqu'un réalise qu'il a perdu le contrôle. Elle m'a demandé si j'étais vraiment en train de jeter 2 ans de relation pour une blague. Je lui ai dit que je mettais fin à notre relation à cause d'un manque de respect intentionnel, pas à cause de l'humour. Puis je me suis écarté du centre de la pièce et j'ai laissé la soirée se dissoudre d'elle-même. Je ne suis pas resté pour me disputer. Une fois qu'il était clair que la relation était terminée,
il n'y avait plus rien de productif à dire. J'ai remercié le gérant de la brasserie, j'ai réglé la note pour la salle, et je suis parti. Quelques-uns de mes amis m'ont suivi dehors pour prendre de mes nouvelles. Je leur ai dit que j'allais bien et que j'appréciais qu'ils soient venus. Je n'avais pas besoin d'un débriefing de groupe sur le parking. J'avais juste besoin de calme. Sur le chemin du retour, Clara m'a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu en conduisant. Elle m'a envoyé un texto disant que nous devions parler immédiatement. J'ai répondu une seule fois. J'ai dit que nous pourrions parler demain après-midi dans un lieu public pour échanger les clés et les effets personnels. J'ai délibérément gardé un ton structuré. Quand je suis rentré chez moi, j'ai rassemblé tout ce qui lui appartenait et qui était clairement identifiable. Vêtements, chaussures, produits de toilette, quelques livres. Je les ai mis dans 2 boîtes près de la porte. J'ai aussi changé le mot de passe de mon ordinateur portable et supprimé son accès à mes comptes de streaming. Pas par dépit, juste des limites de base. Environ 1 heure plus tard, elle s'est présentée à mon appartement. Elle avait toujours sa clé. Elle a frappé, pas agressivement, mais avec insistance. J'ai entrouvert la porte et je suis sorti dans le couloir pour qu'elle n'entre pas. Elle avait l'air différente, moins composée, le mascara avait coulé, la voix tremblante. Elle a dit que je l'avais prise par surprise. Je lui ai rappelé que je l'avais entendu planifier mon humiliation quelques jours plus tôt. Ce n'est pas une surprise. C'est une réaction. Elle a essayé une autre tactique. Elle a dit qu'elle avait paniqué parce qu'elle se sentait sous pression à propos du mariage et qu'elle avait mal géré la situation. C'était la première déclaration à peu près raisonnable qu'elle ait faite de toute la soirée. J'ai reconnu que la peur est normale. J'ai dit que l'humiliation publique ne l'est pas. Elle a demandé si nous pouvions simplement annuler l'idée de fiançailles et continuer à sortir ensemble. Ce fut le moment le plus clair pour moi. Si elle pouvait déclasser si nonchalamment quelque chose d'aussi sérieux sans aborder le manque de respect, alors nous n'étions pas sur la même longueur d'onde sur les fondamentaux. Je lui ai dit non. J'ai dit, j'ai besoin d'une partenaire qui me protège dans les pièces où je ne suis pas de quelqu'un qui me transforme en contenu. Elle s'est remise à pleurer, cette fois plus silencieusement. Je lui ai tendu les 2 boîtes et j'ai demandé ma clé. Elle a hésité une seconde, puis l'a placée dans ma main. C'était la dernière fois qu'elle se tenait dans mon couloir en tant que ma petite amie. Le lendemain matin, je ne me suis pas réveillé dévasté. Je me suis réveillé l'esprit clair. Il y a une différence. Je ne pleurais plus un avenir, car la version de l'avenir que j'avais imaginé dépendait du respect mutuel. Une fois cette fondation disparue, il ne restait plus rien d'abstrait à pleurer. Clara a commencé à m'envoyer des textos vers 7 heures du matin. D'abord, c'était de longs paragraphes sur à quel point elle se sentait embarrassée. Puis, c'est passé à de la colère. Elle a dit que je l'avais fait passer pour une manipulatrice. Elle a dit que j'aurais pu lui parler en privé et épargner sa réputation. J'ai lu chaque message une fois. Je n'ai pas répondu. Vers 9 heures, elle a appelé. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Elle a laissé 2 messages. Dans le premier, elle semblait en larmes et disait qu'elle m'aimait et qu'elle avait juste eu peur. Dans le second, elle semblait irritée et disait que je surréagissais et que je la punissais. Ce va-et-vient a confirmé ce que j'avais déjà compris. Le récit changeait constamment en fonction de ce qu'elle pensait qui obtiendrait une réaction. Il ne s'agissait pas de responsabilité. Il s'agissait de regagner le contrôle. À midi, j'ai pris une décision que j'aurais probablement dû prendre des mois plus tôt, lorsque des signaux d'alarme plus petits étaient apparus. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur Instagram, Facebook et toute plateforme où elle pouvait me contacter directement. Non pas comme un geste dramatique, mais comme une limite. J'ai également envoyé un dernier email avant de la bloquer là aussi. Il était court et factuel. J'ai écrit, je ne te souhaite aucun mal. Je ne te souhaite pas d'humiliation, mais je ne resterai pas connecté à quelqu'un qui a prévu de me dégrader publiquement. Je lui ai demandé de ne plus me contacter. Après ça, je l'ai retiré du formulaire de contact d'urgence au travail et j'ai mis à jour mon dossier de location pour indiquer qu'elle n'avait plus d'accès autorisé. Encore une fois, pas de la vengeance, juste du nettoyage. Elle a essayé de me joindre par l'intermédiaire d'un ami commun ce soir-là. L'ami m'a envoyé un texto disant que Clara voulait clore le chapitre. J'ai répondu une seule fois.
J'ai dit que le chapitre avait été clos à la brasserie. Il n'y a plus rien à clarifier. Depuis, mon téléphone est silencieux et le silence semble stable, pas solitaire, ce qui me dit que j'ai pris la bonne décision. Cela fait 3 semaines depuis la soirée à la brasserie. J'ai repris ma routine normale. Travail la journée, salle de sport le soir, course le dimanche. La différence maintenant, c'est que mon espace me semble vraiment à nouveau mien. Pas de tension, pas de compétition de bas étage pour rien. Juste du calme. Quelques amis communs m'ont contacté individuellement. La plupart d'entre eux n'étaient pas au courant de ce que Clara avait prévu. Ils m'ont dit qu'ils étaient mal à l'aise lorsque tout s'est déroulé, mais qu'ils respectaient la façon dont j'avais géré la situation. Je n'ai pas cherché à obtenir leur validation. J'ai juste écouté. Ce qui comptait pour moi, c'est que la vérité était visible sans que j'aie à exagérer quoi que ce soit. J'ai entendu par quelqu'un d'autre que Clara raconte une version révisée de l'histoire. Dans sa version, elle plaisantait et j'ai surréagi publiquement pour la blesser. C'est prévisible. Je ne cours pas après chaque récit pour me défendre. Les gens qui étaient dans cette pièce ont vu ce qui s'est passé. C'est suffisant. Le plus grand changement pour moi a été interne. J'ai réalisé que j'avais ignoré des signes plus petits parce qu'ils n'avaient pas encore franchi une ligne rouge. La compétitivité, la façon dont elle me taquinait devant les autres puis disait que j'étais trop sensible si je protestais. Je corrigeais toujours le tir sur le moment, mais je n'ai pas pris de recul pour évaluer le schéma. La situation de la demande en mariage a forcé la clarté. Une fois que je l'ai entendu décrire ma vulnérabilité comme un divertissement, la décision était simple. Je n'avais pas besoin de me disputer pendant des semaines. Je n'avais pas besoin de thérapie de couple pour décortiquer le respect de base. J'avais besoin de partir. La bloquer n'était pas une question de colère. C'était pour empêcher le cycle de recommencer. Pas d'excuses tard dans la nuit. Pas de tentative de réconciliation dramatique. Pas d'érosion lente de la limite que j'avais fixée. S'il y a une chose que je dirais à quelqu'un dans une situation similaire, c'est ceci: faites attention à la façon dont votre partenaire parle de vous quand il pense que vous n'écoutez pas. C'est généralement la version la plus honnête. J'étais prêt à poser un genou à terre ce soir-là. À la place, j'ai pris ma propre défense.